Présente donc du coup, je suis Jean-Philippe Vidal, je suis hydroclimatologue et je suis directeur de recherche à INRAE et je suis basé à Lyon, à Villeurbanne. Et donc, je vais vous présenter pendant le temps qui va suivre là un des délivrables en fait de ce projet-là. On a voulu faire un livre blanc qui récapitule un peu toute l'expertise qu'on pouvait apporter en complément des données en hydroclimatologie. Donc, ma présentation, elle s'intitule « Mener une étude rétrospective et prospective sur la ressource en eau ». C'est en gros fournir des éléments un peu d'organisation méthodologique pour faire ça. Donc, pour faire ça par un donneur d'ordre hein, et pour faire ça aussi pour les bureaux d'études. Et donc, j'ai intitulé ça le livre blanc dont vous êtes le héros et vous allez comprendre pourquoi. Donc, cette action-là, en fait, c'est l'action d'implémentation C4. Hein. Sonia vous a parlé de ces différents C, C1, C2, C3, C4. Jean-Michel vous a présenté l'action chapeau de l'action C3. Et là, je vous ai présenté notamment l'action chapeau de l'action C4. Cette action, elle s'intitule « Renforcer les échanges entre gestionnaires et chercheurs ». Donc, l'action chapeau, c'est ce livre blanc. Et puis, il y a aussi d'autres actions dont je vais parler un petit peu. Une action 2 qui est la synthèse des projets de recherche. Donc, on verra tout à l'heure. Et puis, il y a aussi, comme l'a dit Sonia, il y avait une foule de démonstrateurs locaux dans chacun des 21 sages impliqués dans le projet. Donc, de quoi on parle ici? On parle ici tout d'abord de transférer l'expertise des chercheurs aux gestionnaires, parce que nous, en tant que chercheurs, ça fait 20 ans qu'on travaille sur la question des études d'impact du changement climatique sur l'hydrologie en général et la ressource en eau en particulier. Donc, l'idée aussi, c'est voilà, de transférer un peu toute cette expérience qu'on a acquise sur ces 20 ans, de comment faire bien, comment éviter des écueils méthodologiques. Et donc, la grosse question qui se pose en fait aujourd'hui, c'est comment utiliser au mieux les modèles et données hydroclimatiques pour informer des stratégies d'adaptation au changement climatique sur les territoires. Donc, dans le cadre du projet Life Eau et Climat, la première étape en fait qu'on a suivie, en fait, qui nous a paru important, c'est de mettre tous les partenaires du projet, je dirais, au même niveau de connaissance en fait sur les concepts. Et donc, on a établi en fait un espèce de petit cours en ligne, donc créé spécifiquement pour les partenaires territoriaux du projet. Vous avez vu, il y en a beaucoup. Et donc, ce cours en ligne sur les concepts relatifs aux études, avec une faute, d'impact du changement climatique. Alors, c'était quoi ces concepts? C'est quoi un scénario d'émissions de gaz à effet de serre? C'est quoi un modèle climatique global? C'est quoi la variabilité climatique globale? Comment on définit des projections? Comment on définit des globales, régionales? Et c'est quoi une descente d'échelle? Et c'est quoi une correction de biais? Donc, on avait organisé ça en 8 séances hebdomadaires d'1h30 avec des échanges à partir d'une petite dizaine de diapositives à chaque fois, donc qui donnaient lieu à des échanges intenses. Donc ça, c'était assez efficace à l'échelle du projet, puisque c'était personnalisé, mais c'était forcément très chronophage avec un passage à l'échelle qui est difficilement envisageable et puis qui est aussi non axé sur le comment faire en pratique. Donc, la deuxième étape, en fait, c'est Amélie Rinjade, qui est chargée de mission scientifique au SMAVD, le PTB Durance, qui a fait ça et donc qui a adapté en fait sous forme de fiches un peu vulgarisées cette espèce de cours en ligne qu'on avait appelé les mots pour le dire. Donc, elle a créé 8 fiches de 2-3 pages qui sont disponibles sur gesto.fr. et qui sont voilà, sous forme de questions voilà, et qui sont détaillées les réponses sont détaillées sur 2-3 pages. Vous trouverez déjà, je pense que c'est vraiment très important pour chacun d'entre vous, où vous soyez, de
bien lire ces fiches-là pour avoir tout le background nécessaire pour comprendre tout le reste. Et c'est vraiment indispensable en fait de partir de là. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, ben voilà, il faudrait qu'on rédige en fait un guide méthodologique sur le comment faire, justement. Donc, l'idée, c'était de capitaliser sur l'expertise forcément à jour hein, des chercheurs en hydrologie, en climatologie, et puis capitaliser aussi sur l'expérience en conditions réelles hein, des gestionnaires locaux qui doivent définir et lancer des études d'impact du changement climatique, notamment des études HMIC. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est que ce soit adapté aux gestionnaires de l'eau qui doivent définir, mais aussi évaluer des études pour savoir est-ce que les méthodologies proposées par les bureaux d'études sont valides ou pas. Et aussi pour les bureaux d'études, hein, pour les mener à bien, pour proposer des étapes méthodologiques qui soient valides scientifiquement. Un guide méthodologique qui se concentre aussi sur la ressource en eau. Alors, j'aime pas ce vocable de ressources parce qu'il est très anthropocentré, mais l'idée, c'est sur la disponibilité en eau, quoi. Ce qui tombe comme pluie et ce qui arrive dans les rivières. Et donc, la ressource en eau, dont l'évolution, en fait, elle est uniquement liée au climat. D'accord donc, comme on l'a dit avant, c'est dans tous ces projets LIFO et Climat Explore 2, on essaye de faire le maximum qu'on peut de manière homogène sur l'ensemble de la France. Et ce qu'on peut faire, c'est traiter l'hydrologie naturelle, donc la ressource. Et donc, cette ressource, en fait, c'est un préalable. C'est vraiment un préalable. Et je rebondis là sur une des questions qui était dans le chat. C'est un préalable ensuite à la construction de scénarios de stratégies d'adaptation qui inclut ensuite les usages et la gestion d'eau dans les territoires. Parce que inclure les usages, ça veut dire inclure les usages actuels. Donc, ça veut dire les connaître, ce qui n'est pas évident. La gestion de l'eau aussi, par exemple la gestion des barrages. Dans les Alpes, on n'a pas accès à cette gestion au jour le jour des barrages parce que c'est des choses qui sont très sensibles pour l'énergie. Et ça nécessite aussi de faire des projections de ces usages et de cette gestion dans le futur. Donc ça, c'est très compliqué, c'est très spécifique par territoire. Donc là, ici, on se concentre uniquement sur l'aspect ressources, disponibilité en eau. Et donc, l'objectif, hein, c'est vraiment de guider les gestionnaires à travers les concepts, les jeux de données et les méthodes. Pour éviter aussi de réinventer l'eau chaude. Hein. On l'a vu, on a eu plein d'exemples où voilà, des gens refaisaient des études alors qu'il y avait déjà des données à jour, disponibles, qu'il suffit juste d'interpréter. Et ça vise aussi à être lu et donc ne pas être rédhibitoirement ennuyeux. Parce qu'un guide méthodologique, c'est facilement vite ennuyeux. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de faire un livre blanc dont vous êtes le héros, vous en tant que gestionnaire de l'eau et en tant que bureau d'études. Alors, d'un point de vue technique, ce livre blanc, c'est un livre web qui va être lié à gesto.fr, donc vous y accéderez via gesto.fr. C'est une suite de pages web hein, dans lesquelles vous naviguez, qui utilise une technologie pour les plus geeks d'entre vous, qui utilise une technologie R Bookdown. Mais l'idée, voilà, c'est juste des pages web avec de nombreuses références croisées, à la fois internes et externes par hyperlien. Donc, les caractéristiques, c'est que c'est modulaire. Et ça doit être aussi flexible hein, pour pouvoir s'adapter aux changements sur les jeux de données existants en climat et hydrologie. Hein. Vous avez vu dans la présentation précédente que tout est en train d'évoluer. Hein. On passe notamment pour le climat de DRIAS 2020 à Explore 2 Climat. Ce n'est pas du tout les mêmes implications, c'est pas du tout, voilà, tout change. Les outils d'analyse aussi, par exemple l'espace découverte de DRIAS, eau et climat. Et donc, voilà, ces portails web, hein, comme DRIAS Climat et DRIAS Eau, qui vous emmènent vers des mondes avec climat soit changeant, soit changé. Donc, voilà pour la carte un petit peu technique. Vous avez à droite une image de la page d'accueil avec la table des matières à gauche, donc qui est décomposée en plusieurs chapitres et sous-parties. Dans lesquels vous pouvez naviguer. Vous pourrez naviguer.
Donc, livre blanc dont vous êtes le héros, on a emprunté un style rédactionnel inspiré de la collection Défis Fantastiques. Donc, pour les plus de 40 ans qui avaient la chance d'être enfants dans les années 80, c'était une collection de livres à jouer dans lesquels vous êtes le héros d'une aventure et donc vous faites des choix dans cette aventure pour avancer dans l'aventure. Donc, c'est un style rédactionnel qui est écrit à la seconde personne. Vous êtes le héros. Et ici, bien sûr, les hyperliens en fait, remplacent les sauts de paragraphe d'un paragraphe numéroté à un autre qu'il y avait dans ces livres-là. Le chapitrage, donc voilà le plan en fait, du livre qu'on va regarder petit à petit dans les diapos suivantes. Tout d'abord, des avertissements. Bien définir la question qu'on se pose. Ça, c'est un préalable indispensable. Préparer son équipement, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il nous faut en fait, pour répondre à cette question. Bien connaître le projet Explore 2 et tout ce qu'il produit et tout ce qu'il vous met à disposition. Et ensuite, 2 missions. Une mission sur le passé, retrouver l'évolution passée de la ressource en eau, et une mission seconde qui est composer le futur des ressources en eau, donc savoir pour un territoire donné quels peuvent être le futur ou surtout les futurs des ressources en eau sur ce territoire. Et puis, bien sûr, pour arriver à la fin de la quête. Donc, comme je vous l'ai dit, ça commence par des avertissements. Donc, j'en ai déjà parlé, mais je préfère le rappeler. Donc, c'est les traditionnels avertissements à l'aventurier. Vous aurez à droite souvent des extraits en fait, du livre blanc là, que je vous ai mis là, donc avec justement un style rédactionnel qu'on a décidé d'adopter. Donc le premier avertissement, c'est ce livre traite d'hydrologie uniquement naturelle. Et là, j'aime bien reprendre en fait un schéma des études hydrologie, milieu, usage, climat qui sont faites sur le bassin de la Loire. Vous avez ces quatre éléments, hydrologie, milieu, usage, climat. Et donc, ces études, elles doivent regarder en fait toutes les intrications de tous ces éléments. Et ici, on traite uniquement d'hydrologie, de climat et d'interaction entre les deux. Donc voilà, donc ça c'était le premier avertissement. C'est forcément du coup complémentaire d'autres guides existants. On va voir cet après-midi un diagnostic des vulnérabilités au changement climatique pour la gestion locale de l'eau, qui est un délivrable LifeWay Climat. Le guide des recommandations méthodologiques pour réaliser les analyses HMUC. Et puis aussi, ça rebondit aussi sur une question du chat de tout à l'heure, ce livre n'est pas un guide pour prévoir des débits futurs anthropisés. Alors, ce n'est pas prévoir déjà, parce qu'on se projette dans le futur, on ne fait pas de prévision, mais on envisage juste ce qui est possible. Et puis, voilà, c'est des débits futurs qui vont être naturels. Donc, c'est-à-dire que ce que va vous donner Explore 2, c'est des débits, par exemple, du Rhône à Beaucaire, mais s'il n'y avait pas d'usage de l'eau et s'il n'y avait pas de gestion de l'eau. Donc, il faut rajouter en plus de ça, comme je l'ai dit, des modèles qui prennent en compte ça, les usages, l'évolution de ces usages et l'évolution de la gestion. Et puis, comme Jean-Michel vous l'a dit tout à l'heure, on est en pleine finalisation du projet Explore 2 notamment, et donc on est encore en train de rédiger en fait des recommandations sur comment utiliser ces choses-là. Notamment, on est en train de nettoyer parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des chaînes de modélisation hydrologique qui donnent des résultats incohérents. Donc, on essaye de supprimer ça. Donc voilà, ce livre et les recommandations qu'il contient sont en constante adaptation. Ensuite, définir l'objet de la quête. C'est peut-être en fait une des choses principales à faire, c'est se poser et de réfléchir à la question qu'on a. Donc, dans certains cas, c'est assez facile parce qu'on est contraint par un cadre, par exemple une étude HMUC ou un PTGE. Dans d'autres cas, c'est peut-être un peu plus compliqué quand on a le temps de se poser pour définir qu'est-ce qu'on veut savoir. C'est vraiment important.
Donc, c'est vraiment, dans ce livre-là, c'est vraiment une introduction à la contrée à explorer, hein, que vous avez exploré dans cette quête, savoir quel est le passé et le futur des ressources en eau. Donc, forcément, il y a des contextes institutionnels. Et dans ce livre-là, on rappelle, on a une liste des liens vers les principaux textes, pardon, je sais pas, c'est textes réglementaires à différentes échelles spatiales. Donc, il y a des liens vers toutes les stratégies d'adaptation à l'échelle des bassins. Il y a aussi à l'échelle nationale aussi la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, les plans nationaux d'adaptation au changement climatique, etc. Il y a le contexte de l'étude aussi, je vais le redire ici, il y a les études d'effet de la variabilité du changement climatique. Donc, Explore 2, c'est une étude d'effet de la variabilité du changement climatique sur la ressource en eau. Et il y a certaines études aussi qui intègrent en plus de ça les usages de l'eau. Dans ce chapitre-là aussi, il y a des exemples en fait, d'études qui ont été mises en œuvre dans le cadre du projet Life Eau et Climat. Là, c'est typiquement dans l'action, dans la partie 3 de l'action C4, donc les démonstrateurs territoriaux. Donc, on s'est servi de ces études-là aussi pour donner des exemples de qu'est-ce qui a été fait dans ces études-là et donc qu'est-ce qui a été bien fait et les écueils qu'on a pu rencontrer. Je réponds à une question qui vient d'être posée dans le chat. Le livre blanc n'est pas encore finalisé, comme je vous ai dit. Donc, dès qu'on aura la finalisation, et ça sera probablement fin juin, puisque à l'occasion justement du séminaire de restitution finale des 2 projets Explore 2 et Life Eau et Climat. À partir de ce moment-là, il y aura une annonce faite sur Gesto pour accéder au livre blanc. Donc, une fois qu'on a bien défini le cadre dans lequel on voulait répondre à quelles questions, il est important de savoir de quoi on dispose. Donc ça, il y a plusieurs questions. Il y a tout d'abord définir son territoire. Et ça, c'est moins facile qu'il n'y paraît. Je vais vous prendre un exemple simple, hein, le SAGE Vallée de la Garonne. Le SMEAG est en charge de réaliser une étude prospective sur le SAGE Vallée de la Garonne. Et ce SAGE, en fait, c'est vraiment juste le Val de Garonne, enfin le territoire de ce SAGE-là. Et on voit très bien qu'en fait, le futur, à la fois de la ressource en eau, mais aussi des usages en fait, sur ce Val de la Garonne, en fait, il est dépendant de tous les territoires qui sont à l'amont. Et donc de tous les SAGES qui sont à l'amont. Et donc, ça veut dire que si on veut faire une prospective territoriale sur ce territoire, il faut aussi avoir des hypothèses sur quelles vont être les prospectives en termes de ressources, mais aussi en termes d'usage, sur tout ce qui se passe à l'amont. Il y a d'autres endroits, par exemple sur la Durance, où la demande en eau, en fait, elle est extérieure au bassin. Et donc là, pas pour les prospectives de ressources, mais pour la prospective d'usage de l'eau, là, c'est important aussi de prendre en compte ça. Donc, c'est une question qui est moins triviale qu'il n'y paraît. Ensuite, connaissance plus générale, la première porte d'entrée, en fait, sur qu'est-ce qui peut se passer en termes de climat et d'hydrologie sur mon territoire, au-delà de ce dont on vous parle, Driasso, Livre blanc, etc., c'est aussi les GREC, les groupements régionaux d'experts sur le climat, qui sont des portes d'entrée, en fait, vers les éléments de recherche territorialisés. Donc là, vous avez une carte des principaux grecs en cours. Et puis aussi, il faut essayer de ne pas forcément réinventer l'eau chaude. Hein. Ça va être quelque chose que je vais redire plusieurs fois dans cette présentation, mais lister déjà qu'est-ce qu'on connaît déjà sur les territoires, et peut-être au-delà aussi. Et à ce propos-là, du coup, Audrey, Bordan-Saint-Plantier et puis Lucie Parent aussi ont rédigé un recueil raisonné, c'est-à-dire organisé par thématique, de différentes synthèses de projets de recherche qui sont soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle de bassin versant. Donc ça, c'est aussi un délivrable du projet Life Eau et Climat et que vous pouvez retrouver en ligne sur le site du projet. Ensuite, préparer son équipement, c'est aussi collecter les données. Donc, savoir, si on en a besoin, savoir où aller les chercher. Et donc, les données, c'est des données, donc, comme je l'ai dit, on parle d'hydroclimatologie, donc c'est des données de climat et puis des données d'hydrologie. Alors, en termes de climat,
Depuis le 1er janvier, Météo France met à disposition en fait toutes les données dont il dispose, et notamment sur le climat, via le site météo.data.gouv.fr. Et donc, ça regroupe sur le site météo.data.gouv.fr, il y a deux onglets qui vont vous intéresser. Les données climatologiques de base, qui sont des séries de pluie, de température observées à chaque station. Et puis, des données climatologiques de référence pour le changement climatique. C'est comme ça que c'est appelé. Et vous avez 3 choses, les longues séries homogénéisées, les séries quotidiennes de référence et la réanalyse en grille safran dont on a déjà parlé. Donc, ces données, en fait, elles sont utiles pour différentes choses. Et le livre détaille pourquoi, à quelles questions telle donnée permet de répondre. Par exemple, les longues séries homogénéisées permettent de faire des analyses de tendance sur le long terme, des analyses robustes de tendance, qu'on ne peut pas faire forcément avec des séries, juste des séries brutes observées. La réanalyse en grille safran, l'avantage, c'est que ça couvre l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas le cas des longues séries homogénéisées. Par contre, ce n'est pas homogénéisé. Donc, on peut avoir du bruit en fait, dû à d'autres choses que le climat, par exemple, des changements de type de capteur, des changements d'emplacement de la station, etc. Et puis, les séries quotidiennes de référence, c'est juste la partie la plus récente des séries homogénéisées, mais qui sont cette fois-ci au pas de temps quotidien, parce que les longues séries homogénéisées sont seulement au pas de temps mensuel. Donc, on ne peut pas avoir accès à des extrêmes, par exemple, de pluie sur ces longues séries homogénéisées. En hydrologie, bien évidemment, la seule porte d'entrée, c'est le portail, l'hydroportail sur hydro.ofrance.fr, dans lequel vous avez aussi accès, pas seulement à des séries observées, mais aussi à des séries naturalisées, donc à des endroits où vous avez des rivières et des bassins versants qui sont soumis à de fortes influences humaines, notamment issue de la gestion de barrages hydroélectriques et autres. Vous avez aussi accès, via Hydroportail, à quelques séries naturalisées. Ce qui est aussi important, c'est encore une fois, pour ne pas réinventer le shot, pour ne pas refaire des études de modélisation hydrologique, c'est d'identifier en fait de quoi vous disposez à l'échelle de votre territoire et aussi à l'échelle de la France. Donc, ce chapitre, en fait, il présente quelques limites générales des modèles hydrologiques. La plupart d'entre eux, voire tous, modélisent uniquement des processus naturels, comme je vous l'ai dit. Et une hypothèse supplémentaire, c'est que les bassins versants sont invariants dans le temps, c'est-à-dire que l'occupation du sol, typiquement, ne varie pas dans le temps. Donc ça, c'est une des limites actuelles. Les communautés de recherche travaillent dessus, bien sûr, mais c'est des limites générales qu'il faut connaître. Ça peut influer sur la ressource, forcément, et ça va aussi influer sur tout ce que vous mettez en œuvre derrière comme prospective territoriale d'usage et de gestion. La diversité des modèles, Jean-Michel en a parlé tout à l'heure. Dans Explore 2, on a 9 modèles d'hydrologie de surface, 3 modèles d'hydrogéologie et un modèle de recharge. Donc, tous les modèles n'ont pas tourné sur l'ensemble de la France dans Explore 2. Donc, on a déjà évoqué sur le côté hydrogéologie. Mais sur le côté hydrologie de surface aussi, on a par exemple certaines stations qui sont pas modélisées par tous les modèles hydrologiques. Donc, si vous êtes sur un territoire, la première chose à faire, c'est de regarder quel modèle hydrologique fait des simulations sur quelle station qui vous intéresse. Et ensuite de réfléchir à quel modèle vous pouvez utiliser de manière un peu homogène sur l'ensemble de votre territoire. Réfléchir aussi à la disponibilité des simulations proposées dans Explore 2. On va y revenir, c'est que des choses Explore 2. Région, bassin versant. Certains modèles, pour compléter ce que je viens de dire, certains modèles n'ont tourné que sur certains bassins versants. Par exemple, Eros n'a tourné que sur la Loire et la Bretagne. J2000 n'a tourné que sur la Loire et le Rhône. Alors que tous les autres ont tourné à peu près sur l'ensemble de la France, mais pas sur toutes les stations comme je viens de dire.
Il y a quelque chose qui est important aussi de retenir, ça a été évoqué un petit peu par Flore tout à l'heure, c'est les périodes de temps pour lesquelles vous disposez de simulation hydraulique. Donc, vous avez tout d'abord une simulation rétrospective, donc, des années 70 jusqu'aux années 2020, jusqu'aux années récentes, peut-être pas les 2 dernières années, mais vous avez une simulation rétrospective qui simule les débits que vous auriez eu dans vos bassins versants s'il n'y avait pas eu d'usage de l'eau et de gestion de l'eau. Et puis, vous avez le monde des modèles climatiques. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les projections hydrologiques, projections hydroclimatiques, qui sont divisées en fait en 2 parties de manière un petit peu arbitraire, mais on pourra en revenir. On pourra revenir là-dessus. Une partie historique, 76-2005, et puis ensuite des scénarios 2006-2100. Donc, les scénarios, c'est facile, hein, c'est les scénarios RCP 2.6, 4.5, 8.5 dont on a parlé déjà tout à l'heure. Mais la partie historique aussi est importante parce qu'elle est aussi dans le monde du modèle climatique. C'est-à-dire que la partie historique que vous verrez dans le site Driasso, elle couvre la partie 76-2005, mais elle ne couvre pas la même temporalité de 76-2005. Par exemple, l'année 2003 n'est pas forcément sèche dans ce monde-là. On est dans une chronologie en fait générée par le modèle climatique. Donc, le modèle climatique, il fait à peu près le même climat sur cette période-là que le climat vraiment observé, mais il ne fait pas la même météo, donc la même chronologie jour par jour. Et donc, ce qu'on fait en fait traditionnellement dans les études d'impact du changement climatique, on regarde les changements entre la partie scénario futur, une période dans le futur, et puis cette période historique dans le monde du modèle. C'est ça en fait la bonne approche à avoir. On peut aussi comparer l'historique à la simulation rétrospective pour savoir si notre chaîne de modélisation en fait, arrive bien à reproduire des statistiques hydrologiques sur cette période. Donc, je l'ai déjà mentionné plein de fois, mais il faut vraiment lire en fait tout ce que le projet Explore 2 a produit. C'est la base maintenant, c'est la référence sur quelles données utiliser pour se projeter dans le futur sur la ressource en eau en France. Donc, je vous ai mis dans cette présentation 2 formules magiques vers des portails importants. Tout d'abord, le site web officiel du projet Explore 2, qui est sur le site de l'AFB. Et puis aussi un répertoire de métadonnées donc sur recherche.data.gouv.fr où vous aurez notamment, par exemple, des couches SIG, des points de simulation des modèles hydrologiques. Donc ça, vous avez cette couche SIG qui est là, donc vous pouvez la télécharger et regarder sur votre territoire s'il y a des points d'intérêt pour vous qui sont simulés par des modèles Explore 2. Voilà, parmi d'autres choses. Le projet Explore 2 a produit, comme Jean-Michel a dit, un large ensemble de projections climatiques sous 3 scénarios d'émissions. Donc les RCP 2.6, 4.5 et 8.5. Donc il y a à peu près 17 chaînes de modélisation climatique qui ont tourné sur les 3 RCP. Alors, on n'a peut-être pas, si on l'a évoqué tout à l'heure, mais ce n'est pas exactement 17 x 3 parce qu'il y a certains modèles climatiques, notamment régionaux, qui n'ont pas tourné sous certains RCP. Mais en gros, ça fait un large ensemble en fait, de futurs climatiques possibles, alors conditionnels au scénario d'émission, hein, bien entendu. Mais pour chaque scénario d'émission, vous avez au moins 17 futurs possibles. Donc ça, ces projections climatiques, elles vont de 1976, hein, comme je l'ai dit, jusqu'en 2100, pas de temps journalier sur la grille 8 km de Safran. Donc elles sont disponibles actuellement sur Drias Climat. Et parmi tout cet ensemble de projections climatiques, il y en a 4 sous RCP 8.5 qui ont été un peu identifiés comme des narratifs contrastés. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, narratif contrasté? C'est on regarde en fait les changements, comme je vous ai dit, les changements de température et de précipitation entre la fin du XXIe siècle, typiquement 2070-2100, et puis
1976-2005 dans le monde du modèle. On regarde ces changements-là. Ça nous fait un ensemble de points, donc typiquement 17 points dans ce diagramme delta P, delta T, delta P. Et on en a pris 4 en fait qui explorent un peu cet ensemble de points. Et donc c'est ces 4 narratifs que je vous présente ici là. Alors on les appelle narratifs parce qu'on peut les décrire en fait par une petite phrase. Alors, typiquement le narratif vert, il est chaud et humide à toutes les saisons. Et alors, c'est quoi ce narratif? C'est la chaîne de modélisation donc, de l'expérience Explore 2 Climat 2022, avec le modèle climatique global AGEM 2, le modèle climatique régional Aladin et la méthode de correction de biais Adamant. Donc, je vous ai mis en fait cette formule magique là parce que c'est celle-là que vous aurez à rechercher dans l'espace données et produits de DRIAS, à la fois climat, mais aussi après DRIAS eau. D'accord? Donc ça, c'est le premier des futurs possibles. Le deuxième, c'est un narratif qu'on a appelé modéré en réchauffement et en changement de précipitation. Donc typiquement, celui-là, c'est celui qui fait les changements les plus faibles parmi l'ensemble de ces 4 futurs possibles. Le troisième, le orange, donc on les appelle comme ça, un vert, jaune, orange et violet. Le orange, c'est sec toute l'année avec des précipitations moindres en hiver. Vous verrez que la grande inconnue en fait, qu'on a sur le futur du climat en France, c'est est-ce qu'il va pleuvoir plus ou moins que maintenant en hiver. Donc là, on explore une possibilité de précipitations moindres en hiver. Et puis le dernier narratif, le narratif violet, qu'on appelle fort réchauffement et fort assèchement en été. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui présente des changements importants, notamment en été. Donc, on a proposé en fait dans le cadre d'Explore 2 ces 4 narratifs qui peuvent être, je dirais, la base d'exploration des futurs du climat en France. Il y a plus extrêmes, il y a moins extrêmes, mais regardez ces 4-là, ça nous permet d'explorer en fait un ensemble de futurs possibles un ensemble auquel en fait on doit pouvoir s'adapter. Après les produits climatiques, le projet Explore 2 a produit aussi, comme Jean-Michel a dit, des produits hydrologiques, donc un large ensemble de projections hydrologiques forcées par les projections climatiques Explore 2. Donc, on a l'ensemble des projections climatiques Explore 2 et pour chacune d'entre elles, on fait tourner un ensemble de modèles hydrologiques. Donc là, on a du 17 x 3 x 9, parce qu'on a, par exemple, 9 modèles hydrologiques de surface qui vont nous donner des débits. Et puis, on a aussi 4 modèles hydrogéologiques qui vont nous donner des hauteurs de nappe ou de la recharge. Et ça, tout ça, c'est disponible sur DRIAS. Donc, c'est quoi ces produits hydrologiques? Donc, la base, ce qui vous est proposé dans DRIAS Eau, c'est des séries journalières depuis 1976 jusqu'à 2100, au pas de temps journalier, donc, et jusqu'à 4369 points du réseau hydrographique. La carte que vous avez ici, sur la droite de la diapo, représente l'ensemble de ces 4369 points. Donc, il y a forcément un point de simulation hydrologique près de chez vous. Après, il faut regarder quel modèle hydrologique ont tourné sur ces points-là, etc. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure. En plus de ça, là, je m'aperçois que je ne l'ai pas mis ici, on a aussi une simulation rétrospective de tous les modèles sur tous ces points-là. Donc, simulation rétrospective, c'est une simulation avec la chronologie vraiment observée. Et c'est des modèles hydrologiques qui ont été forcés par la météo observée de 1976 à 2020, je crois, qui est représentée par la réanalyse Safran. Donc voilà, donc on a des simulations rétrospectives sur tous ces points-là qui permettent de combler en fait
les vides laissés par les données, parce qu'on n'a pas des données de 1976 à 2005 sur l'ensemble de ces points-là. Les projections, enfin non, les simulations rétrospectives Explore 2 vous permettent en fait de combler ces vides, et donc d'avoir une représentation complète sur la France de l'évolution de la ressource en eau sur 76 et 2005. 76 et même 2020. Voilà. J'avance un petit peu. Ensuite, vous avez deux missions, hein, notamment dans toutes les études HMUC. Hein, vous avez une partie rétrospective et puis une partie prospective. Donc, la mission première, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé en fait, dans les dernières décennies sur cette ressource en eau. Donc, l'idée ici, c'est d'analyser, de calculer des tendances hein, sur ces dernières décennies pour savoir comment est-ce que le climat en fait, a fait évoluer l'analyse, a fait évoluer la ressource en eau. Donc là, encore une fois, hein, c'est éviter de réinventer l'eau chaude, hein, c'est prendre en compte toutes les connaissances existantes. Alors, sur le climat, il y a le portail Climat HD. Donc, vous pouvez regarder des tendances, des cartes de tendance, puis des tendances par région, etc., sur l'ensemble des départements français. Et donc, tout ça, c'est basé sur les séries homogénéisées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, le pendant hydrologique, c'est Macao, qui vous fait voir, et on va le détailler tout à l'heure, qui vous fait voir en fait des tendances sur des caractéristiques de débit sur des stations faiblement influencées avec un long historique et des mesures de bonne qualité. Donc, en fait, on regarde dans cet outil que je vais vous présenter tout de suite, une évolution finalement de la ressource en eau naturelle sur les dernières décennies. Donc ça, c'est sur les stations du réseau de référence pour la surveillance des étiages, le RRSE. Alors, quand on veut calculer ou même analyser en fait des tendances passées, si elles ont déjà été précalculées, ce qui est le cas pour les deux portails dont je vous parle ici, c'est quelle variable pour quel message. Alors, si on veut regarder l'évolution des pluies extrêmes, par exemple, il faut regarder des pluies, par exemple, des pluies maximales par an chaque année et regarder la tendance sur cette chronique annuelle de la pluie maximale chaque année. Pareil pour l'hydrologie, on peut regarder, si on veut regarder l'évolution des étiages, on peut regarder du VCN30 ou du QMNA. Quel jeu de données? On en a parlé un peu tout à l'heure pour le climat. Hein. Le jeu de données pour le climat à privilégier, c'est bien les séries homogénéisées. Mais on peut vouloir aller plus loin, regarder comme les précipitations maximum annuelles. On peut aller vers des séries quotidiennes de référence, mais là, on aura moins de profondeur historique pour avoir ces tendances et donc forcément pas des tendances très robustes. Ça me permet d'enchaîner sur quelle période pour quel usage. On peut regarder différentes longueurs de temps. Est-ce qu'on veut regarder ce qui s'est passé dans les 3 au minimum dernières décennies ou est-ce qu'on veut regarder plus loin? Ça dépend de la question qu'on se pose. Et puis enfin, dans le chapitre aussi, quelques éléments méthodologiques pour comprendre comment est-ce qu'on, par exemple, comment est-ce qu'on dit qu'on a une tendance qui est significative ou pas. Voilà. Je vais vous parler un petit peu de Macao ici parce que je pense que c'est déjà important, c'est vraiment la première étape pour mener une étude rétrospective hein, sur la ressource en eau. Ici, vous avez une capture d'écran en fait de l'outil Macao. Et l'outil Macao, en fait, il s'ouvre sur une carte des tendances entre 68 et 2020 du débit moyen annuel. Donc vraiment l'aspect ressource, hein, la quantité d'eau qui coule en moyenne dans la rivière, avec une significativité de 10%, c'est-à-dire on dit qu'on a 9 chances sur 10 d'avoir quelque chose de significatif. Et on a quelque chose de significatif quand on a un triangle. Les choses non significatives sont avec des ronds. Donc, dès que vous avez un triangle, vous avez une tendance significative. Si le triangle est pointé vers le bas et s'il est marron, c'est des tendances à la baisse. Si le triangle est pointé vers le haut et vert, vous avez des tendances à la hausse. Et puis, l'intensité de la couleur vous donne en fait l'intensité de la tendance, la pente en fait, en gros, en moyenne, de la tendance. Donc ici, ce que vous voyez en fait sur cette carte du débit moyen annuel,
c'est des diminutions en fait drastiques sur 1968-2020 de la ressource en eau sur une grande moitié sud de la France, au sud d'une ligne qui va de Bordeaux à Strasbourg, avec des valeurs qui sont assez élevées. Hein. Si vous regardez les tendances observées, c'est des pourcents par an. Et donc, en fait, en gros, hein, ça fait à peu près moins 30% en 50 ans. Ce qui veut dire qu'on a perdu un tiers de l'eau dans les rivières en fait en 50 ans, en moyenne. Bon an, mal an, année sèche, année humide, mais en moyenne, en fait, on a perdu un tiers de l'eau. C'est l'ordre de grandeur en fait à retenir au sud de cette ligne. Au nord, en fait, on a très peu de signal en fait. On a peut-être un petit signal à la hausse sur les côtes bretonnes, mais on a vraiment beaucoup d'incertitudes en fait sur est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas dans le nord de la France. Donc tout ça, hein, ce pattern, hein, c'est clairement explicable en fait parce qu'on connaît en fait du changement climatique anthropique. Hein. On sait que tout le bassin méditerranéen, hein, rive nord, rive sud, hein, c'est un hotspot en fait du changement climatique. On a une double peine, hein, à la fois une hausse de l'évaporation, parce qu'une hausse des températures comme partout dans le globe, mais on a aussi en plus une baisse des précipitations, ce qui donne en fait une baisse des débits. Quelques mots sur les fonctionnalités en fait de Macao. Il permet une sélection d'indicateurs, QMNA, QA, QJXA, etc., des périodes, des stations aussi. Il vous permet de calculer à la volée des tendances. Il permet d'afficher aussi des évolutions à la station. Ici, vous avez en haut voilà, un exemple. La chronique de base en journalier de la station et puis l'évolution du QJXA, c'est-à-dire le débit journalier maximum annuel, donc là qui ici augmente. Vous pouvez télécharger aussi les séries brutes et les séries d'indicateurs, donc tout ça. Et puis, il y a un jeu de données et résultats de base, donc typiquement sur 68 de 2020 avec un ensemble d'indicateurs qui est téléchargeable depuis data.gouv.fr. Alors, dernière chose, pour rester dans l'aspect rétrospectif, mais qui vous sert aussi pour l'aspect prospectif, c'est de disposer d'un modèle hydrologique. Donc la question, c'est quand et pourquoi en fait réaliser ou utiliser une modélisation hydrologique. Donc la première idée, c'est se projeter dans le futur, et c'est exactement ça que fait Explore 2. On peut aussi penser à revenir dans le passé. On vient de l'évoquer ici pour, par exemple, pour combler des trous dans l'espace, des trous liés à des manques de données, hein, d'observation. Et donc, revenir dans le passé et extrapoler dans l'espace, c'est souvent conjoint. Revenir dans le passé, on peut aussi essayer de revenir dans le passé en deçà de 1976 pour explorer, par exemple, des sécheresses importantes qui ont eu lieu dans le passé, 1921 sur le nord de la France, 1949 sur l'ensemble du territoire, etc. Donc là, ça vous donne des billes aussi sur des jeux de données à utiliser au-delà de ce qu'on a dans l'hydroportail ou ce qu'on peut avoir via les simulations rétrospectives Explore. Par qui réaliser ces modélisations hydrologiques? Pour qui et comment? On a des exemples du projet Life, Eau et Climat où, à un moment donné, on a eu besoin d'avoir de nouvelles simulations hydrologiques. Et ça, c'est vraiment des cas particuliers. On y reviendra tout à l'heure. Ces cas-là, c'était uniquement dans des cas où on avait besoin d'évolution de niveau de nappe spatialisé. Et donc, du coup, on avait besoin de mettre en œuvre en fait, des modèles hydrogéologiques qui n'existaient pas forcément. Et donc, ça a été fait principalement par le BRGM. Donc, c'était des développements de R&D qui ont développé des modèles hydrogéologiques en 3 dimensions des aquifères pour ça. C'est a priori un des seuls exemples où vous, en tant que
bureau d'études ou gestionnaire de l'eau aurait à faire ou à faire faire des modélisations hydrologiques, sachant le projet Explore 2. Donc, en gros, la principale question en fait, que vous aurez à vous poser, c'est comment sélectionner une modélisation hydrologique existante dans tout le jeu de données Explore 2. Et donc là, je vous ai mis à droite un exemple de fiche diagnostique dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est sur la station de la Dège à Chanteuse, donc sur le bassin de la Loire, vers l'amont. Et donc, vous avez une fiche diagnostique où vous voyez l'ensemble des simulations rétrospectives en fait, des 9 modèles hydrologiques dans Explore 2. Et vous pouvez voir comment ils évoluent en termes de chronique annuelle, de régime, de courbe des débits classés, de différents indicateurs de performance, de sensibilité à la variabilité climatique, de performance en haute eau, en moyenne eau, en basse eau. Et à la fin, vous avez un petit paquet de texte qui est avertissement, où ça vous dit quel modèle arrive à simuler ou n'arrive pas à simuler telle composante du régime hydrologique. Donc, tel modèle n'arrive pas à faire des crues assez importantes ou tel modèle a des étiages trop hauts par rapport aux observations, etc. Donc ça vous permet déjà de sélectionner les modèles qui font ce que vous voulez qu'ils fassent. Et puis, il y a aussi identifier les types de variables ciblées. Ici, on parle du débit, mais si vous êtes intéressé par des hauteurs de nappe, et ben forcément, vous aurez certaines parties du territoire dont on a parlé tout à l'heure qui ne seront pas couvertes. Et donc ça, c'est important aussi de savoir quel type de variables sont modélisées où. Voilà, donc ces fiches, elles sont disponibles sur Driasso. Flore en a parlé tout à l'heure. Il y a une petite interface cartographique qui vous permet d'accéder à ces fiches-là. Donc sur les 611 stations de référence. Donc ces 611 stations où les modèles en fait ont été calés parce que c'était des stations qui présentaient des mesures de débit qui étaient faiblement influencées et avec aussi une bonne qualité de mesure. Donc voilà, vous avez ces fiches diagnostiques sur ces 611 stations, donc qui sont un sous-ensemble des 4000 et quelques stations où on produit des simulations à la fois pour le passé et pour le futur. Voilà. Et puis, alors votre mission seconde, composer le futur des ressources en eau. Et là c'est beaucoup moins finalisé, parce que comme Jean-Michel vous l'a dit, pour Explore 2 et pour Driasso, on est encore en train de finaliser déjà les données, la mise à disposition des données, et puis ensuite comment les utiliser au mieux. Donc là, c'est un peu des redites que je vais faire. Tout d'abord, si on veut visualiser les futurs du climat, c'est l'espace découverte dans Drias Climat. Et donc, j'en remets une petite couche par rapport à ce qu'ont dit Flore et Jean-Michel. L'ensemble Explore de climat qui fait maintenant référence n'est pas encore visualisable dans l'espace découverte. Donc, ce que vous allez pouvoir voir pour le moment, c'est des choses qui sont relatives à un ensemble Drias 2020 qui se recouvre un petit peu avec Explore de climat, mais qui n'est pas la même chose, et notamment en termes de moyenne d'ensemble, ce n'est pas du tout les mêmes moyennes. Typiquement, l'ensemble Drias 2020, en fait, on s'est aperçu qu'il était pas assez chaud en moyenne et trop humide en moyenne d'ensemble. Donc, c'est là que je vous mets un gros warning, en fait, pour l'instant, à l'heure où je vous parle. L'espace découverte ne vous permet pas de visualiser les futurs des climats tels que nous, dans Explore 2, on pense être l'ensemble des futurs possibles. Ensuite, c'est bien de visualiser, mais des fois, on voudrait exploiter les… je vois que Jean-Michel met des liens vers des articles dans Drias Climat et Drias Eau. Il y a beaucoup de références en fait dans le livre blanc vers des pages d'accompagnement de Drias Climat et de Drias Eau. Parce que voilà, l'information elle est là. Le livre blanc, c'est un peu pour vous guider au travers de cet espace découverte des deux portails Drias Climat et Drias Eau.
Donc, comme l'a dit Jean-Michel, pour le moment, l'ensemble Explore2 Climat est seulement téléchargeable au format NetCDF via l'onglet Accès simplifié. Donc, vous pouvez télécharger l'ensemble des choses. Pensez aux 4 narratifs contrastés comme porte d'entrée déjà pour avoir une idée de l'ensemble des futurs possibles. C'est une première approche. Vous pouvez aussi télécharger l'ensemble et regarder l'ensemble des futurs possibles qui va être effectivement beaucoup plus grand. Voilà, c'était pour la partie climat. Il y a le format NetCDF, c'est quelque chose qui, j'ai eu plusieurs questions dans le chat tout à l'heure. En fait, c'est le seul format qui nous permet de mettre à disposition cette quantité de données. Au-delà, donc c'est un format qui n'est pas, que vous ne pouvez pas ouvrir dans Excel. Donc ça, c'est une chose à savoir. Vous ne pouvez pas ouvrir un NetCDF dans Excel. Donc ça veut dire qu'il faut juste quelques lignes de code dans un langage ou un autre, que ce soit du R, du Python. Il y a quelques lignes de code, c'est vraiment pas grand-chose, qui permet d'extraire ce qu'on veut d'un NetCDF et de l'extraire en CSV, par exemple. Mais il faut pouvoir juste faire tourner ces lignes de code. Donc, il faut pouvoir juste les lancer sous R ou sur Python ou sur autre chose, ou sur MATLAB. Voilà. Donc, la syntaxe sera différente selon le langage que vous devez utiliser. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de puissance de calcul nécessaire. Comme j'ai vu un bureau d'études le mentionner précédemment, il n'y a pas de puissance de calcul nécessaire. C'est juste quelques lignes de code à faire tourner. Et en une seconde, on extrait ce qu'on veut du fichier NetCDF. Mais plus généralement, ça veut dire qu'il y a quand même des compétences en sciences de la donnée qui sont nécessaires pour traiter ces jeux de données-là. Donc, si vous voulez aller au-delà de la visualisation, si vous voulez accéder aux chroniques, aux séries temporelles ou aux champs spatiaux, ça va nécessiter quelques compétences en sciences de la donnée. Et je pense qu'au-delà de juste cet aspect hydro-climato, je pense que la science de la donnée, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir dans toutes les structures. Et voilà, donc c'est une recommandation un peu plus générale que j'ai là-dessus. Voilà. On passe à l'hydrologie maintenant. Faire l'inventaire des connaissances sur le territoire. Là, on passe vraiment d'Explore 2110 à Explore 2. Donc, Explore 2110 a été largement utilisé, même si pas forcément assez dans certains territoires ou domaines. Mais là, Explore 2110 fait vraiment partie du passé, d'accord? Et donc, la référence maintenant, c'est Explore 2. Donc, autant Explore 2110 a fait, c'était il y a plus de 10 ans, hein, autant c'était l'état des lieux en fait de ce qu'on connaissait en hydroclimatologie à l'époque, autant Explore 2, c'est l'état des lieux de ce qu'on connaît maintenant. D'accord? Et donc, comme je vous ai dit, hein, Explore 2, ça utilise des simulations de modèles climatiques globaux qui ont été produites pour le 5e rapport du GIEC, donc pas le dernier. Mais on a fait en sorte que l'ensemble, typiquement l'ensemble Explore 2 climat, et puis tout ce qui en découle en hydrologie, donc Explore 2 eau, on a fait en sorte que toutes ces projections des futurs du climat sur la France soient compatibles avec les dernières simulations du climat global qui ont été faites pour le dernier rapport du GIEC. Voilà. Et donc là, analyser les futurs de l'eau sur le territoire, donc c'est la visualisation, hein, donc c'est l'espace découverte de Driasso. Et encore une fois, hein, l'ensemble Explore 2 n'est pas encore visualisable, donc comme ça vous a été dit tout à l'heure. Et puis, bah, pareil, hein, pour les projections hydrologiques Explore 2, l'ensemble Explore 2 est accessible en termes dans l'espace données produits de Driasso. Il est téléchargeable, mais encore une fois, au format NetCDF. Et voilà, Jean-Michel a dit qu'il serait plus tard disponible en format CSV.
mais il est déjà, toutes les séries journalières sont déjà disponibles sur Drias. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai déjà beaucoup parlé. À retenir, peut-être quelques petits mots à retenir. C'est nécessaire d'assimiler tous les concepts relatifs aux études d'impact du changement climatique, notamment la diversité des futurs possibles. Il n'y a pas qu'un futur possible. Déjà, il faut se situer dans un futur avec des émissions de gaz à effet de serre données, donc un RCP donné. On peut regarder aussi la track, mais l'idée aussi, c'est même dans un futur où les émissions de gaz à effet de serre sont posées, voilà, on dit qu'on va se situer dans ce futur-là. La variabilité, en fait, de ce qu'on peut obtenir, des conséquences que ça peut avoir en termes de température, de précipitation et donc de débit à la fin, sont très larges. Et c'est pour ça qu'on a un ensemble de projections climatiques et hydrauliques. À retenir aussi, c'est utiliser au maximum les connaissances existantes produites par la communauté de recherche hydroclimatique française, donc c'est Macao et Explore 2, typiquement. L'idée, encore une fois, c'est nous, on a travaillé que sur l'aspect climat et l'aspect hydrologie naturelle, parce que c'est ça qu'on peut faire à l'échelle nationale de manière assez homogène. Et donc ça, voilà, essayer d'utiliser au maximum pour ne pas redépenser de l'argent public à faire des choses qui ont déjà été faites. Ça s'est vu, ça se voit encore. Et puis, se concentrer en fait surtout sur ce qui n'est pas dans ce livre. Et c'est ce qui, à mon avis, est le plus important, et c'est ce qui va être à la charge en fait de tous les gestionnaires de l'eau, c'est voilà, ces aspects milieu aquatique, ces aspects usage de l'eau, gestion de l'eau, et toutes les interactions en fait entre le climat et l'hydrologie. Et tout ça, en fait, c'est vraiment propre à chaque territoire. Et donc, pour répondre aussi à une question qui avait été posée dans le chat, auquel j'ai répondu classiquement, est-ce qu'on a des modèles qui prennent en compte, par exemple, les usages de l'eau? Alors oui, il en existe, mais pour les mettre en place, déjà, il faut qu'on connaisse les usages et la gestion de l'eau sur un territoire, ce qui n'est pas tout le temps facile, parce qu'on n'a pas tout le temps les usages à la bonne résolution temporelle, on ne les a pas tous. La gestion de l'eau aussi, la gestion des barrages réservoirs, on n'a pas forcément accès à toutes les données. Les données sur les milieux aquatiques aussi sont parcellaires, etc. Donc tout ça, ça demande des études vraiment approfondies, territoire par territoire, et c'est ça qui reste à la charge en fait des territoires. On essaye d'accompagner et d'essayer de faire aussi, de progresser aussi, parce que ces modèles d'hydrologie anthropisée, en fait, c'est vraiment on est là à la pointe de la recherche, parce que ça nécessite aussi des aspects de sociologie pour comprendre pourquoi tel usage est réalisé, c'est quoi les drivers de ces usages, etc. Tout ça pour se projeter dans le futur, pour avoir des scénarios d'usage, c'est vraiment très compliqué. Voilà, ça c'était pour les choses à retenir, et tout ça en fait pour éviter ces mots de la fin là, par lesquels vous n'auriez pas réussi à intégrer tout ça dans vos stratégies d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, à retenir, et puis les choses à éviter pour savoir dans quel monde en fait on est en train de vivre, et dans quel monde on va vivre dans le futur, qui n'est pas forcément très joyeux. Voilà. Donc, pour finir, voilà, le livre blanc dont vous êtes le héros sera disponible prochainement via le site LIFO et Climat, donc la partie LIFO et Climat du site Gesto.